j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur toutes les news qu'il y a eu cette semaine autour des grèves des acteurs et scénaristes à Hollywood. Vous allez voir qu'on a pas mal de sujets et vraiment hyper intéressant, je trouve, pour le coup. On va parler de différentes choses, vous allez voir des conséquences concrètes pour certains de ces grèves, des conséquences pour tout le milieu de la post-production. Vous allez voir que c'est assez flippant de ce côté-là. On a une lettre ouverte qu'on va lire qui est assez incroyable pour le coup. On va voir un peu que Disney de son côté. Ouais, on va voir ce qu'ils font de leur côté Disney. On va revenir un peu sur l'affaire de Stephen Amell, donc qui interprétait Arrow, évidemment dans la série du même nom. Vous allez voir. Et on va parler de la Corée aussi. La Corée du Sud, il y a des choses qui se passent là-bas, parce que voilà, ce mouvement-là, au final, il n'est pas que aux États-Unis. C'est en train de faire des émules ailleurs. Et les problèmes avec les plateformes de streaming ne sont pas que américains pour le coup. Donc, on commence tout de suite avec ce premier article. Et donc, c'est Variety qui a été rencontré Billy Porter. Donc, Bill Porter qui dit... Alors, déjà, Bill Porter, on va rappeler dans quoi il a joué. Alors qu'il y a eu des récompenses, qu'il y a eu des Emmy Awards de mémoire. Voilà, qui a joué dans Cinderella, qui a joué dans 80 Fort Bradley, dans Orson, dans The Proud Family, qui a aussi une carrière en tant que musicien, pour le coup. Et Bill Porter va nous expliquer qu'il a dû vendre sa maison à cause des grèves. Et il va parler de Bob Iger à un moment, c'est assez rigolo pour le coup. Mais c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Et donc, Bill Porter a révélé dans une interview récente avec Evening Standard qu'il a dû vendre sa maison suite aux grèves pour pouvoir économiser de l'argent. Donc c'est effectivement, il a gagné un Emmy Award pour son travail sur la série pour FX Pause. Et il parlait au magazine pour... alors ça vous verrez, donc à chaque fois qu'il y a des interviews en ce moment, forcément c'est précisé que... alors voilà, là par exemple c'est... Dans cette interview, il ne parle absolument pas de son travail pour la télévision ou pour des films. Il a uniquement parlé de son travail dans la musique. Et toutes les vidéos YouTube, par exemple américaines en ce moment, à chaque fois, ils rappellent qu'ils ont la permission, parce qu'effectivement, la SAG-AFTRA a expliqué que oui, les youtubeurs peuvent parler des séries, des films, il n'y a pas de souci là-dessus. Enfin voilà, il y a toujours des justifications dès qu'on va prendre des propos de stars américaines. Et donc, quand le sujet des grèves a été amené, Porter a partagé qu'il a dû prendre des mesures pour faire des économies, vu que plusieurs projets sur lesquels il devait travailler à partir de septembre, forcément ont été annulés, retardés. Et donc, il nous dit « J'ai dû vendre ma maison. Oui, parce que nous sommes en grève, et je ne sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir revenir au travail. La vie d'un artiste... à moins, alors j'adore cette expression, jusqu'à ce que vous fassiez de la fuck you money, en mode jusqu'à ce que tu fasses assez d'argent pour en avoir plus rien à faire. Donc jusqu'à ce qu'on fasse de la fuck you money, stade auquel je ne suis pas encore, c'est toujours du chèque après chèque. Voilà, on attend le chèque pour que ça survienne aux besoins. J'étais supposé être dans un nouveau film et dans une nouvelle série à partir de septembre. Rien de tout ça ne va arriver. Donc, la personne qui a dit, et il fait référence à cette source anonyme exécutive d'Hollywood, qui avait dit effectivement, je vous en avais déjà parlé, on va les affamer jusqu'à ce qu'ils doivent vendre leur appartement. Vous savez, cet exécutif qui avait dit en gros qu'ils attendaient au moins fin octobre, et que le délire c'était justement que voilà, leur but c'était que de reprendre les discussions quand les gens en face n'auraient plus le choix. Quand les grévistes n'auraient absolument plus le choix que de dire oui à tout, parce que de toute façon, ils n'auraient plus d'argent pour pouvoir survivre. Et donc, il leur dit à ces gens-là, vous avez déjà réussi, vous m'avez déjà affamé. Porter fait référence, donc voilà ce que je vous expliquais à l'article de Deadline. L'acteur a ensuite mis une petite volée à Bob Iger pour son interview du 13 juillet qu'il avait donné à la Sun Valley Conference, dans laquelle il avait dit que la WGA et la SAG-AFTRA, donc les grévistes, n'étaient pas réalistes avec leurs demandes. Et donc, Bill Porter dit, à la fin des années 50, début des années 60, quand un moyen pour les artistes d'être compensés de manière correcte à travers les résiduals, et donc quand ça a été structuré, tout ça, ça a permis aux 2% d'acteurs qui vraiment travaillent régulièrement,
Et il faut savoir que c'est 2% de 150 000 personnes, c'est même 160 000, c'est plus de 160 000 en réalité. Donc c'est 2% de plus de 160 000 personnes qui travaillent effectivement de manière très régulière. Je vous rappelle que 87% des membres de la WGA, de la SAG-AFTRA, donc du syndicat des acteurs, ne peuvent pas avoir de couverture sociale. Or, pour avoir une couverture sociale dans ce syndicat, il faut faire 26 000 $ par an. 87% des membres du syndicat des acteurs ne font pas 26 000 $ par an. Voilà, c'est important de se rappeler quand même de cette donnée-là. Et donc il dit que le problème c'est qu'ensuite le streaming est arrivé. Et il n'y a pas de contrat fait pour ça. Et ils n'ont pas à être transparents avec les chiffres. Il n'y a pas de... Alors c'est Nielsen Rating, c'est l'équivalent de médiamétrie, ça veut dire de moyen de voir les chiffres de comment un programme est regardé. Ces compagnies de streaming, de manière tout à fait reconnue, sont très opaques avec leur viewership, avec le nombre de gens qui regardent les séries, films et ainsi de suite. Le business a évolué, donc les contrats doivent évoluer et changer, c'est clair. D'entendre Bob Iger dire que notre demande pour juste pouvoir vivre décemment est irréaliste, alors que lui fait 78 000 $ par jour, je n'ai pas de mots pour ça, à part « fuck you », a ajouté Porter à propos d'Iger. Ça n'est pas utile, donc j'ai gardé ma bouche fermée, j'ai préféré ne pas répondre, ne pas participer, parce que je suis enragé. Et quand je vais rentrer, je vais directement rejoindre les piquets de grève. Donc voilà, c'est vraiment intéressant. Et encore, Bill Porter, effectivement, c'est pas dans les pires. C'est pas dans les pires. Il a une maison à revendre. Il a une maison qu'il peut revendre pour faire face dans les prochains mois. Il y a tous ceux qui sont juste locataires et qui sont déjà en galère et qui vont l'être encore plus. Et ça, faut quand même, c'est important d'y penser aussi. Alors, Variety toujours, qui nous dit que les discussions ont reprise. Alors, attention, faut bien savoir que du coup, c'est avec la WGA, là c'est le syndicat des scénaristes, qui a bien précisé qu'il fallait pas s'attendre à grand chose pour l'instant. Faut être clair là-dessus. Il y a eu des propositions qui ont été faites par le syndicat des studios et par le groupement qui représente les studios et les plateformes de streaming. Maintenant, voilà ce qui est dit par la WGA. On va évaluer leur offre et après délibération, nous allons retourner vers eux avec la réponse de la WGA. Et donc ça sera la semaine prochaine, a dit le syndicat à ses membres. Parfois, des progrès peuvent être faits dans des négociations quand elles sont conduites sans qu'elles soient commentées à chaque fois par l'extérieur en fait, que ce soit la presse, que ce soit le public, et ainsi de suite. Et donc, ça va être notre approche. En tout cas, pour l'instant. Jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose d'important, qui ait une vraie signification qu'on estime devoir rapporter plutôt, ou à moins que eux de leur côté, donc le groupement des studios et des plateformes de streaming, à moins que eux décident d'utiliser les médias ou d'autres moyens pour essayer d'influencer le narratif. C'est-à-dire si on se rend compte que les gens en face, eux, font fuiter des trucs pour essayer de mettre les avis de leur côté, là on ne se gênera pas pour dire c'est quoi les discussions. Mais pour l'instant, histoire que chaque fait et geste, chaque mouvement, chaque décision d'une part ou d'autre ne soit analysée de tous les côtés et que ça risque de déranger les négociations, on va le faire discrètement. Donc, il y aura une suite la semaine prochaine. Par contre, la WGA précédemment avait dit vraiment de baisser les attentes en disant que les studios clairement donnaient l'impression de rester sur leur position de anti-syndicale. Vraiment en mode, on va pas leur donner ce qu'ils veulent. Donc on comprend que clairement les propositions doivent être assez limitées. Et d'ailleurs, le syndicat des scénaristes dit bien que la MPTP a refusé de donner de contre-propositions à au moins 5 ou 6 des gros problèmes qu'avait adressé le syndicat. Ça veut dire, sur toutes les propositions, il y en a au moins 5 ou 6 qui sont importantes pour le syndicat des scénaristes, auxquelles la MPTP, donc les studios et plateformes de streaming, n'ont pas offert de contre-proposition. Donc déjà on sait que ça va pas se régler maintenant, c'est clair et net. Et voilà, l'article le rappelle, ça fait déjà plus de 100 jours, ça a fait 100 jours mercredi, ce qui fait que ça dépasse la grève de 2007-2008, et donc maintenant c'est la 4e plus longue de l'histoire du syndicat des scénaristes, arrivant seulement derrière la grève de 1988, 1960 et 1973,
Et la plus longue, c'était celle de 88 avec 153 jours. On peut la dépasser. C'est terrible à dire, mais on peut la dépasser. On passe à la suite avec 7 articles, qui est très important pour le coup. En fait, il y a un groupe qui existe, qui s'appelle l'HPA, qui est un groupe, alors qui n'est pas à but de profit, hein, qui est une association extérieure, qui représente tous les différents groupes qui travaillent dans la post-production. Ça veut dire, par exemple, les boîtes de VFX, entre autres. Et donc, on va voir ça. Donc, organisation indispensable à la création de médias, des organisations indispensables à la création de médias sont obligées de virer plein de personnel et de supprimer des services. Et dans certains cas, risquent même de fermer. Prévient la HPA dans une lettre ouverte, qui exprime ses craintes quant à la survie de la chaîne en fait de création de médias. Et donc voilà, c'est la Hollywood Professional Association, donc voilà, non-profit, dont les membres incluent la communauté de post-production. Et donc voilà, qu'on fait une lettre effectivement. Donc voilà, c'est post-production, effets visuels, et tout ce qui est support à la post-production. Donc vraiment voilà, c'est tous ceux qui vont travailler sur des films, des séries. Une fois que ça a été tourné, c'est eux qui ensuite rentrent en jeu. Donc c'est vraiment une étape essentielle. Essentielle. Chaque jour, les dommages économiques à cette chaîne de production, à ces compagnies qui font partie de la chaîne de production et à leurs employés grandit de plus en plus et c'est vraiment de manière dévastatrice. Et donc comme je vous disais, voilà, ils sont obligés de virer du professionnel. Certaines sources pensent que c'est des milliers de gens qui ont été virés et des services et donc certains cas risquent carrément de fermer. Certains, et ça c'est intéressant, parce que ça c'est aussi un des contre-effets, certains quittent l'industrie entièrement, emmenant avec eux leur expérience. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui bossent dans ces domaines depuis des années, qui, avec là ce qui se passe, en ont marre et se disent « je me casse, je vais bosser pour d'autres industries qui vont me rémunérer aussi bien, peut-être mieux, peut-être un peu moins bien, mais avec la sécurité et avec du respect. » Et du coup, on perd des gens qui ont réellement qui ont un savoir-faire, qui ont une expérience, qui est difficilement remplaçable ou qui met des années à pouvoir être remplacé. Donc on va vraiment subir les effets de ce qui est en train de se passer. Et donc je vais vous lire, parce que ça c'est vraiment important, je vais vous lire la lettre ouverte qui a été écrite du coup par l'APH. Les membres des communautés de la post-production, de la création et de la technologie créative sont confrontés à un moment critique où les arrêts de travail actuels menacent la viabilité à long terme du pipeline de l'industrie. L'association professionnelle d'Hollywood reconnaît les problèmes sérieux et importants qui doivent être résolus entre l'AMPTP et les guildes afin que notre industrie puisse reprendre le travail. Nous demandons instamment aux partis de trouver rapidement une solution, car l'arrêt de travail actuel a déjà eu de graves conséquences pour les milliers de personnes et d'entreprises qui soutiennent la création de médias. À ce stade, l'impact à long terme sur ce qu'on appelle la chaîne d'approvisionnement de l'industrie de la post-production, des effets spéciaux et du soutien à la production est déjà réel et désastreux. Ça veut dire que, même une fois que la grève va être débloquée, ok, c'est cool, mais les films qui vont être envoyés en production, qui va les recevoir pour bosser dessus ? Il va falloir que les boîtes réembauchent des gens, il va falloir certainement former, ça va être des gens avec moins d'expérience, donc ça va se voir sur le résultat. Ça va être terrible, ça va être terrible. À l'issue du conflit actuel, on suppose que les scénaristes et les acteurs et les producteurs reprendront le travail. Cependant, le risque réel pour nos membres est qu'ils ne puissent pas du tout reprendre le travail. C'est ce que je vous disais. Chaque jour qui passe sans qu'une solution soit trouvée, les dommages économiques subis par les entreprises de la chaîne d'approvisionnement et leurs employés sont de plus en plus dévastateurs. Les organisations indispensables à la création des médias réduisent leur personnel et leurs services et, dans certains cas, risquent même de fermer. De nombreux professionnels talentueux et qualifiés perdent leur emploi et les économies de toute une vie. Certains quittent complètement le secteur, emportant avec eux leur expertise. En l'absence d'une solution à court terme, la capacité du secteur à se redresser facilement est fortement compromise. Il va falloir un sacré temps pour revenir à la normale, même une fois que la grève sera finie. Pendant la pandémie, les membres de notre association et leurs employeurs se sont montrés à la hauteur de la situation. Nous avons créé des moyens innovants pour que le spectacle continue. Nous avons réalisé des investissements importants à la demande de nos clients pour répondre à la demande de divertissement d'un public mondial confiné. Le secteur ne peut pas se permettre de perdre les talents qui ont rendu cela possible. Nous sommes encouragés par le fait que les participants reviennent à la table des négociations et nous les exhortons à trouver un terrain d'entente pour que l'industrie que nous aimons, que nous soutenons, reprenne le travail. Et lorsque nous y parviendrons, nous
vos partenaires dans la chaîne d'approvisionnement de l'industrie, nous engageons à travailler ensemble pour construire un avenir solide pour notre industrie, où nous pourrons continuer à innover, à servir et à soutenir votre vision créative. Pour de plus en plus d'informations ou pour partager votre histoire ou participer à la conversation, visitez hpaonline.com. Je vous prie d'agréer, mesdames, messieurs, l'expression de mes sentiments respectueux, signé le HPA. Voilà, faut y penser à ça. C'est aussi un énorme problème dans tout ça. Ok, il y a le côté scénariste, acteur, tout ça, mais encore une fois, plus ça dure, plus ça met en danger aussi tout le reste de la chaîne de production. Et même une fois que tout ça sera réglé, ça sera loin d'être réglé, pour le coup. D'où l'intérêt de le faire très vite. D'où l'intérêt de vraiment trouver des solutions. Et pendant ce temps-là, il fait quoi Disney ? Eh ben Disney, il emmerde tout le monde. Disney, pendant ce temps-là, il a dit eh ben nous, on va développer nos technologies d'intelligence artificielle avec une task force, une équipe de choc pour couper, réduire les coûts sur tous les projets. Par exemple sur des Indiana Jones et ainsi de suite. Vous allez comprendre pourquoi. Et donc, pendant la grève des scénaristes et des acteurs, Disney, selon les rapports, explore les différentes technologies pour pouvoir remplacer les travailleurs, tout simplement. Parce que qu'est-ce qu'il y a de mieux que de pouvoir se passer de travailleurs ? Selon des rapports de Reuters, grosse agence de médias, le géant de l'entertainment Walt Disney a établi une force de choc dédiée à enquêter, à faire des recherches sur les applications de l'intelligence artificielle dans ces différents secteurs. Ce geste, cette décision intervient pendant alors qu'il y a ces craintes justement à Hollywood de la part des scénaristes et des acteurs sur les potentiels dangers justement de l'IA dans l'industrie. Lancée plus tôt cette année, cette task force a pour objectif de développer des applications AI, alors des applications du coup faites par Disney à l'intérieur de Disney, et de forger des partenariats avec des nouvelles startups. Ça veut dire, tiens, vous avez une technologie qui nous intéresse, on va être potes tous les deux. Bon, en vrai, ils les rachètent direct après. Mais voilà. Des sources révèlent que Disney a posté 11 offres d'emploi qui demandent une expertise en intelligence artificielle et en apprentissage machine, en machine learning. Ça veut dire les machines qui sont capables d'apprendre par elles-mêmes. Avec des postes qui vont des studios d'animation au theme park, en passant par les services de publicité et d'autres. Une source interne qui préfère garder l'anonymat dû à la sensibilité de ce sujet, insiste sur la nécessité pour les legacy médias, c'est les médias en fait qui existent depuis longtemps, les médias old school, donc les compagnies de médias, de legacy médias comme Disney, de s'adapter à l'intelligence artificielle pour rester dans son temps, en fait, pour rester dans son temps, rester moderne. Il voit l'IA comme un outil pour intervenir, pour ralentir en fait l'escalade des coûts de production, particulièrement sur des gros budgets comme Indiana Jones et le Cadran de la Destinée ou La Petite Sirène. L'exploration de l'IA par Disney regroupe différents projets, incluant des mix en gros de la réalité augmentée, un mélange de réalité comme Magic Bench et de la création. En gros, ça rejoint, et c'est ce qui est dit après d'ailleurs, ça rejoint le fait qu'ils aient scanné, par exemple sur Vendavision, les acteurs de background. Et donc, en gros, ce qu'ils appellent là, avec Magic Bench et tout ça, c'est le fait de pouvoir rajouter utiliser en fait, grâce à l'IA et grâce à la digitalisation de personnes réelles, c'est avoir une main d'œuvre de figurants sans fin qu'ils n'ont pas à payer, tout simplement. Et en fait, ils utilisent déjà l'AI, qui a contribué aux effets digitaux dans plus de 40 films, incluant Black Panther Wakanda Forever, et aussi certains, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais certains éléments aussi dans les parcs. Et ça, c'est intéressant. Alors ça, je trouve ça cool pour le coup. Par exemple, il y a un projet Kiwi, et en fait, ça serait employer justement le machine learning, l'apprentissage machine, pour créer un robot de Baby Groot, mais en fait qui apprendrait par lui-même, et qui du coup serait capable de réagir vraiment. Vous auriez maintenant des droïdes plus vrais que nature en fait dans les parcs. Ça, c'est une partie cool. Ça, c'est une partie que je trouve intéressante. Moins d'autres, celle-là, je la trouve très cool. Après, évidemment, c'est normal que Disney aille étudier ce genre de choses. Évidemment.
Maintenant, encore une fois, ce qui est emmerdant, c'est tellement de choses à réfléchir. On peut pas demander à une entreprise comme Disney de ne pas réfléchir à tout ça, bien évidemment, sinon elle sera dépassée par d'autres entreprises, mais il y a tout ce que ça implique derrière. Et il y a plein de choses à réfléchir. Et encore une fois, il faut réfléchir comment fonctionne la société, tout simplement, parce que parce que l'intelligence artificielle va prendre le pas dans tellement de domaines que c'est tout simplement pas viable en fait, et pas que dans l'entertainment, dans énormément de domaines. Et j'ai eu pas mal de réactions d'ailleurs en commentaires et de discussions avec des gens qui expliquaient que dans leur domaine aussi, et depuis longtemps, c'était effectivement un problème qui émergeait. Et là voilà, c'est un moyen, c'est quelque chose qui est à la vue de tous, donc ça permet d'engager ces conversations. Mais évidemment, ce ne sont pas des conversations qui se limitent au domaine du divertissement. C'est juste des vraies conversations de société, globalement. Parce que tellement de secteurs vont être touchés par ces avancées-là. Et il faut, à un moment, commencer cette conversation de comment on fonctionne en tant que société quand la plupart des emplois vont, à un moment ou à un autre, pouvoir être remplacés par des machines qui ne coûtent rien. Et on ne peut pas passer à côté. Il faut y réfléchir à un moment. On enchaîne avec... Haro, rappelez-vous Stephen Amell dans la sauce à cause de ses propos par rapport aux grèves. Regardez la vidéo de la semaine dernière si vous n'avez pas suivi cette histoire. Et on a eu, comme ça avait été annoncé, la réunion de pas mal de monde du staff de la série Arrow, justement, dont le créateur, donc il y a eu le producteur exécutif Mark Guggenheim qui était présent, c'est lui qui avait organisé. Ça réunissait Cathy Cassidy, Willia Holland, Catherine Hallow, Brandon Routh qui était présent, Katie Lotz, Julian Arcavi. Il y avait aussi les showrunners comme Beth Schwartz ou Wendy Mericle. Il y avait aussi d'autres de la CW comme Caroline Dries de Batwoman, Nkechi Okoro Carol de All American et plein d'autres. Et donc, ils en ont profité, donc ils sont tous venus, ils ont vendu genre le script du pilote signé, et voilà, ils ont vendu pas mal de choses pour faire de l'argent, du coup, pour aider justement au mouvement de grève. Et ça, c'était à Los Angeles, donc, à Hollywood. Et de son côté, tout seul, à New York, qui on a vu. Regardez cette tête de j'ai pas envie d'être là. Qu'est-ce que je... Bordel. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que vous faites chier, les gars? Maintenant, il faut que j'ai l'air de m'y intéresser. Alors, je sais pas, je dis ça. Voilà, je ne suis pas dans sa tête, bien évidemment. Mais donc voilà. Alors lui, il est à New York, semble-t-il, parce qu'il il avait été voir le spectacle d'un de ses anciens co-acteurs de Arrow, qui joue une pièce à Broadway en ce moment, et il en a profité pour aller manifester pour la première fois à ce moment-là. On va faire comme si. C'est bien, Stephen. C'est bien. Bravo. C'est bien, Stephen. C'est bien. Bravo. Pour finir, c'est assez intéressant. Le mouvement s'étend. On sait que Netflix adore adore la Corée. Adore les séries coréennes, adore les dramas coréens, les thrillers coréens, les programmes d'horreur coréens. C'est un peu son nouvel Eldorado à Netflix. Sauf que là, ça commence un peu à leur casser les bonbons aussi. Hein. On va pas se mentir. Ça commence sérieusement à leur casser les bonbons. Et on voit ici que Song Chang-son, donc acteur de 51 ans, qui est le président en fait de l'union du syndicat des acteurs en fait en Corée, et il attend toujours d'avoir des nouvelles de Netflix. Et il semblerait qu'ils sont très compliqués à contacter. Le numéro de téléphone pour le bureau de Corée du Sud de Netflix n'est même pas listé sur les sites internet, mais plusieurs mois avant, Song avait cherché autour de lui grâce à ses contacts et avait finalement réussi à trouver le numéro personnel d'un exécutif de Netflix en Corée. Donc vraiment le mec il a galéré, ne serait-ce que pour pouvoir les contacter. Et mécontent avec le fait que la compagnie ne paie pas de résidual à ses acteurs. Donc les résiduals, je vous réexplique pas, enfin, c'est des royalties en fait. Voilà, c'est ce qu'un acteur va toucher selon combien de fois la série a été vue. Et donc il a fait plusieurs appels, il a laissé des messages et il a envoyé des messages écrits. Et la situation lui a paru absolument absurde.
Netflix a une grande présence en Corée du Sud, hein, évidemment, mais c'est très compliqué. Et le truc, en fait, ce qu'ils expliquent, c'est que, en gros, ils sous-traitent, ils laissent d'autres entreprises gérer les productions sur place. Quand c'est pas juste qu'ils rachètent des programmes, quand ils produisent ou coproduisent, ils laissent d'autres compagnies s'en occuper. Et donc, on a un peu l'impression que leur influence, c'est un peu Netflix qui est caché derrière un rideau, en fait. Vraiment, vous savez, dans l'ombre, ce personnage sur un fauteuil, dans l'ombre, et juste, tu regardes des fois, ça c'est Netflix pour eux, en fait. Et il explique une de leurs priorités, logiquement, quand ils rentrent dans un nouveau marché, ça devrait être de créer des chemins, des voies de communication avec des groupes comme le sien, avec des gros syndicats d'acteurs. Et non, il dit non, il n'y a pas du tout de réponse. Même pas y répondre, en fait. C'est ça le truc. Et Netflix a refusé de répondre de son côté. Eux, ce qu'ils expliquent, c'est qu'ils suivent les lois sur place. Nous emmerdez pas. On fait ce que légalement on est censé faire. On veut pas, on veut pas en savoir plus pour le coup. Alors que voilà, enfin Netflix clairement a fait quand même pas mal d'argent grâce à la Corée pour le coup. On va pas se mentir. Sachant qu'en plus, quand Netflix arrive en 2016, au départ, le principe c'était on pourra discuter de residuals une fois qu'on. Voilà, une fois que on fera un peu de profit en Corée, une fois que vous nous permettrez de faire un peu d'argent. La Corée est clairement devenue une part très importante des propositions de Netflix. Il y a Squid Game, mais pas que. Et non, toujours pas. Et donc, lui, Kim, dit il est peut-être temps de discuter du coup. La condition a été remplie, on est important dans la programmation, venez discuter maintenant. Et toujours sur la Corée du Sud, ce qui est intéressant par contre, c'est du côté des. Alors rapidement, mais du côté des réalisateurs et du côté des scénaristes, en fait, pour l'instant, ils sont en train d'essayer de changer la loi du pays, tout simplement. Parce que, selon la loi de Corée, pour les réalisateurs et les scénaristes, quand c'est en freelance, à moins d'être un scénariste qui fasse partie d'une writing room, de faire vraiment partie du staff. Ça veut dire vraiment faire partie du staff officiel d'une série. Si vous êtes réalisateur ou scénariste en freelance, ce qui en fait est l'immense majorité des réalisateurs et scénaristes, il n'y a carrément pas le droit. Légalement, il n'y a pas le droit aux residuals. Parce qu'en fait, tous les profits faits par un programme vont forcément à celui qui a produit le programme. Et les scénaristes et les réalisateurs freelance ne peuvent pas faire de demande pour avoir des residuals. Et donc en ce moment, ils sont carrément déjà en train de... Et ils n'ont même pas le droit d'ailleurs de manifester ensemble. Ils n'ont même pas le droit de ça. Donc là, en ce moment, ils sont en train d'essayer de changer les lois en Corée du Sud, et certains politiques, pour le coup, les suivent, pour qu'enfin... Et donc voilà, c'est le Copyright Act. Et donc ils sont en train d'essayer de modifier le Copyright Act pour pouvoir commencer. Et donc s'ils y arrivent, ils vont commencer à essayer de faire pression sur Netflix pour enfin qu'eux aussi puissent avoir des residuals. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura intéressé. Si vous avez apprécié la vidéo, évidemment, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore, ça aide bien sûr énormément. Et puis je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.